si l'on m'avait dit, le jour de mon mariage, que la chose qui faillirait détruire mon couple coûterait 3 € en pharmacie et tiendrait dans le creux de ma main, j'aurais ri. Je ne ris plus maintenant. Enfin, presque plus. Tout a commencé alors que je me tenais dans ma propre cuisine, à 23h30 un mardi soir, tenant un flacon de lubrifiant pour homme qui ne m'appartenait absolument, catégoriquement, et à 100% pas. Pendant ce temps, ma femme dormait paisiblement à l'étage, apparemment nullement dérangée par la petite grenade qu'elle avait accidentellement laissée dans son sac à main. Bienvenue dans La vraie vengeance d'un père. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et rappelez-vous que les personnes dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Elles ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer être ici. Je cherchais le double des clés de la voiture. C'est tout. C'est toute l'histoire de mon point de départ. Ni jalousie, ni suspicion, ni instinct, ni révélation soudaine, ni signe divin. Juste des clés de voiture, parce que les miennes étaient tombées entre les coussins du canapé et que j'avais une réunion tôt le lendemain avec un parent d'élève au lycée Jean Moulin, une réunion que j'appréhendais déjà. J'ai glissé la main dans le sac en cuir marron de Camille, posé sur le comptoir de la cuisine, là où elle le laissait toujours. Ma main a trouvé un baume à lèvres, son badge professionnel, une boîte de tic-tac, les clés que je cherchais, et un flacon noir mat avec une police minimaliste qui indiquait, avec ce ton que seule la typographie peut atteindre, qu'il ne s'agissait absolument pas d'un produit pour femmes. Je suis resté planté là pendant 10 secondes, peut-être 15. Le réfrigérateur bourdonnait, l'horloge au-dessus de la cuisinière faisait tic-tac. J'ai retourné le flacon dans ma main comme si j'étais un détective examinant des preuves, ce qui, comme j'allais le découvrir, était précisément ce que je faisais, mais sans aucune formation. Sans l'insigne, ni la moindre idée de ce que je tenais réellement. Ne surréagis pas, Nicolas, a dit la partie raisonnable de mon cerveau. Trouve une seule explication logique, a répondu l'autre partie. La partie qui, apparemment, archivait discrètement des choses depuis 2 ans, comme un comptable très patient et très paranoïaque. Je n'ai pas pu en trouver une, alors j'ai remis le flacon exactement là où je l'avais trouvé. Je suis allé dans le garage, j'ai récupéré le tube de superglue sur la 3e étagère derrière le diluant pour peinture. Je suis rentré et j'ai procédé à l'échange avec la précision minutieuse d'un homme qui avait regardé trop de films de braquage et qui regrettait maintenant profondément de ne pas avoir prêté plus d'attention à la partie où tout tourne mal. Est-ce que j'y ai bien réfléchi? J'y ai réfléchi pendant environ 4 secondes. Et la somme totale de ma délibération s'est résumée à « Quiconque se trouve à l'autre bout de cette petite situation va passer une soirée très inconfortable, et je vais le savoir sans avoir à prononcer un seul mot. » C'était mesquin, et absolument satisfaisant sur le moment. Mais aussi complètement, catastrophiquement, nationalement et internationalement stupide. Je n'en avais aucune idée. Absolument aucune. J'ai fait des pâtes, je suis allé me coucher, et j'ai dormi comme un homme ayant la conscience tranquille, ce qui est le genre de sommeil spécifique que l'univers réserve aux personnes qui sont sur le point de se voir prouver qu'elles ont profondément et irréversiblement tort. Laissez-moi vous parler de Camille avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Parce qu'elle le mérite, et parce que rien de tout cela n'a de sens sans elle. Camille Morel était le genre de femme qui vous donnait l'impression que, jusque-là, vous aviez mené votre vie à environ 60% de vos capacités. Pas d'une manière cruelle, mais d'une manière qui vous donnait envie de courir 1 kilomètre de plus. De lire le chapitre supplémentaire. D'être la meilleure version de vous-même. Parce qu'elle regardait, et que ses standards étaient silencieusement, de façon dévastatrice, élevés. Elle était vive, mesurée et drôle, de cette manière particulière où la blague fait mouche 3 secondes après qu'elle soit déjà passée à autre chose, vous laissant rire tout seul pendant qu'elle lit quelque chose sur son téléphone. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence de développement professionnel à laquelle je ne voulais pas assister, autour d'un café qui avait le goût d'avoir été préparé quelque part au cours de la décennie précédente. Elle avait fait une remarque sur l'orateur principal qui était d'une précision si chirurgicale que j'avais ri plus fort que prévu. Elle m'avait regardé avec une expression qui disait qu'elle attendait que quelqu'un comprenne. C'était il y a 11 ans. Je n'avais jamais cessé de tomber amoureux d'elle depuis. Elle travaillait au tribunal judiciaire de Hauteville en tant que responsable de la conformité légale. De longues heures, des dossiers compliqués, des documents dont elle ne pouvait pas parler, un téléphone professionnel qu'elle gardait séparé de son téléphone personnel. Je respectais cela. J'étais professeur d'histoire.
Je passais mes journées à expliquer le traité de Versailles à des jeunes de 16 ans qui auraient préféré faire littéralement n'importe quoi d'autre. Son travail semblait important. Je n'ai jamais posé trop de questions. Ce que je comprends maintenant, c'est qu'elle comptait exactement là-dessus. Mais il y avait eu des détails, de petites choses. Son ordinateur portable qu'elle orientait différemment chaque fois que je passais derrière elle. Les appels qu'elle prenait dans le garage à des heures étranges. La voix basse, les mots brefs. La façon dont, parfois, elle me regardait à travers la table du dîner avec une expression que je n'arrivais jamais tout à fait à déchiffrer. Quelque chose entre l'amour et la culpabilité. Et une troisième chose pour laquelle je n'avais pas encore les mots. J'avais classé tout ça dans la catégorie où elle est stressée par le travail et j'avais continué d'avancer, car c'est ce qu'on fait quand on fait totalement confiance à quelqu'un. On choisit de ne pas voir. J'avais choisi de ne pas voir pendant 2 ans. Le flacon a mis fin à cet arrangement. Jour 1 après l'échange. Rien. Camille est rentrée à 19h, m'a embrassé sur la joue, a fait du thé, m'a posé des questions sur ma journée, a dîné, a regardé la télévision en repliant ses pieds sous elle sur le canapé. Normal. Totalement et exaspéramment normal. Jour 2. Toujours rien. J'ai commencé à me demander si j'étais un idiot paranoïaque qui avait gâché un mardi soir et un tube de superglue parfaitement bon pour une crise inventée de toutes pièces. Le jour 2 fut le dernier jour de mon ancienne vie. Je ne le savais tout simplement pas encore. Romain Leroux m'a intercepté dans le couloir devant la salle 114, le matin du jour 2, 3 minutes avant la première sonnerie. Romain enseignait la biologie 2 portes plus loin, avait l'énergie d'un homme qui aurait avalé une cafetière entière et qui chercherait où l'évacuer, et possédait la conscience sociale d'un golden retriever, c'est-à-dire absolument aucune. Le tout déployé avec une immense chaleur humaine. Il s'est arrêté, a pointé son doigt vers mon visage et a dit « Il y a un truc qui cloche chez toi. » Bonjour, Romain. Non, je suis sérieux. Tu as une tête bizarre. Je n'ai pas de tête bizarre. Tu as absolument cette tête. La tête de celui qui sait quelque chose, mais qui ne sait pas encore si ce qu'il sait est une bonne ou une mauvaise chose. Il a penché la tête. Camille? Ok, Camille va très bien. Va enseigner quelque chose. Il m'a de nouveau pointé du doigt en reculant dans le couloir, toujours en pointant, toujours en m'observant comme un homme qui classe des preuves. J'aurais dû écouter Romain. Romain, il s'est avéré, était la seule personne dans mon entourage immédiat qui était exactement qui il prétendait être. Il y a quelque chose d'à la fois réconfortant et de profondément déprimant là-dedans. Jour 3, 3e heure de cours, 11h45. J'étais en plein milieu de mon cours sur l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui est honnêtement l'un des moments les plus captivants de l'histoire moderne si on le raconte correctement. Et je le racontais correctement quand la voix de la proviseure, Delphine Arpin, a résonné dans l'interphone de la classe. « Monsieur Morel, pourriez-vous s'il vous plaît vous rendre au secrétariat principal ? Des personnes sont ici pour vous voir. » 26 élèves de première m'ont regardé avec cette vigilance spécifique que les adolescents réservent au moment qui semble impliquer que quelqu'un s'est attiré de très gros. Ennui. Page 140 à 155, ai-je dit, il y aura une interro surprise. Il n'y allait pas y avoir d'interro, mais la menace m'a acheté 30 secondes de silence. Et à ce moment-là, j'avais besoin de ce silence. Ils étaient 2 dans le bureau de Delphine Arpin, tous 2 vêtus de costumes qui criaient au gouvernement français aussi clairement que si les mots avaient été brodés sur leur revers, tous 2 dotés d'une immobilité qui n'était pas de la détente, mais de l'entraînement. Delphine elle-même se tenait contre le mur du fond, à côté de sa fougère en peau, arborant l'expression d'une femme qui remettait très sérieusement en question sa carrière. Le plus grand m'a montré une carte professionnelle. Agent spécial de la DGSI, Roland Beaumont, direction du renseignement. Il avait le visage d'un homme qui annonçait de mauvaises nouvelles professionnellement depuis si longtemps que son expression par défaut s'était reconfigurée de manière permanente en quelque chose qui communiquait, quoi que vous alliez entendre, j'ai déjà entendu pire. Monsieur Morel, a-t-il dit. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais rester debout. Asseyez-vous, je vous prie, a-t-il répété. Exactement le même ton, pas une suggestion. Je me suis assis. Êtes-vous familier, a dit Beaumont en ouvrant un dossier avec le protocole des preuves de l'État, avec la procédure concernant la manipulation des faits personnels placés sous surveillance lors d'une opération active de contre-espionnage. Je l'ai regardé.
Je suis prof d'histoire au lycée. Oui, nous savons ce que vous enseignez, monsieur Morel. Il n'a pas levé les yeux du dossier. Êtes-vous familier avec le protocole? Non. Il l'a expliqué lentement, clairement, et sans aucune envolée dramatique, ce qui, d'une certaine manière, a rendu la chose considérablement pire. Un réseau de contrefaçon et de contrebande. 18 mois de surveillance d'État. Des renseignements de la défense déplacés à travers les régions à l'intérieur de flacons de lubrifiant commercial. Des microfilms. Un traceur. Une capsule à micro-point. Le transfert. Céline Croix. La coursière qui récupère le flacon. Qui remarque l'altération, et qui disparaît dans l'heure. La cible principale qui s'évanouit dans la nature. 2 ans de travail de terrain anéanti. Il a fermé le dossier. C'est vous qui avez fait ça, a-t-il dit. La pièce est devenue très silencieuse. Delphine Arpin semblait étudier avec une concentration extraordinaire un point sur le mur situé à environ 15 cm au-dessus de ma tête. Je veux poser une question sur ma femme, ai-je dit. Beaumont et son collègue ont échangé un regard. Le genre de regard qui contient une conversation entière. Monsieur Morel, ne. Ma voix est sortie plus assurée que je ne le ressentais. Ne prononcez pas mon nom comme ça. Ne me faites pas le coup du silence. Dites-le-moi, c'est tout. Votre femme, a dit Beaumont prudemment, est une employée de la Direction générale de la sécurité intérieure depuis 9 ans. La fougère dans le coin du bureau de Delphine Arpin avait une feuille brune à la base. Je l'ai fixée pendant un moment. Elle n'est pas responsable de conformité, ai-je dit. Non. Elle ne l'a jamais été. Non. 9 ans. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Est-elle en sécurité, ai-je demandé. Beaumont m'a regardé un instant, et quelque chose a changé dans son expression. Pas de la chaleur. Exactement de la reconnaissance. Le genre de reconnaissance qu'un homme a lorsqu'il réalise que la personne en face de lui ne va pas s'effondrer. Pour l'instant, a-t-il dit, elle a été retirée du terrain. Elle est au siège régional de la DGSI à Hauteville. J'ai hoché la tête une fois. J'ai regardé Delphine Arpin, qui semblait prier silencieusement, et j'ai dit, annulez mes cours de l'après-midi. Je ne le savais pas encore, mais je venais de demander à être conduit vers la première d'une série de révélations qui allaient démanteler toutes les certitudes que j'avais jamais eues sur ma propre vie. La deuxième révélation m'attendait au siège de la DGSI. La troisième était enterrée dans un dossier qu'une analyste nommée Leila Amrani n'avait pas encore trouvé. Et la quatrième, celle qui me placerait dans un parking souterrain balayé par la pluie à Villeurbanne, a fixé un homme mort. Celle-là était encore à 3 semaines de là. Ils m'ont conduit au bâtiment de la DGSI dans une voiture banalisée qui sentait le café rassis et l'ambition institutionnelle. Je me suis assis à l'arrière et j'ai regardé Hauteville défiler par la fenêtre. Le petit resto de la rue Clémenceau où Camille et moi prenions le petit déjeuner tous les dimanches. Le parc où nous nous promenions quand il faisait beau. Le tribunal où elle n'avait jamais réellement travaillé. Et j'ai fait ce que je faisais toujours en temps de crise, c'est-à-dire essayer de trouver un parallèle historique. Je n'en ai pas trouvé. L'histoire, malgré toute son utilité, ne possède pas de chapitre sur ce qu'il faut faire quand on découvre que sa femme depuis 6 ans est un agent secret qui a mené une double vie avec l'efficacité calme d'une femme qui n'a tout simplement jamais jugé nécessaire de vous le dire. Le bâtiment de la DGSI avait l'énergie d'un endroit où des choses importantes se passaient dans des pièces délibérément banales. Beaumont m'a guidé à travers un couloir qui sentait l'air recyclé et s'est arrêté devant une porte dotée d'une petite vitre renforcée. Camille était assise à une table de l'autre côté. La même veste de tailleur grise qu'elle portait pour aller au travail ce matin-là, les mains à plat sur la table devant elle, sans menottes. Elle n'était pas une suspecte. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. La performance avait disparu. Entièrement. L'aisance soigneusement calculée qu'elle portait tous les jours comme une seconde peau avait été enlevée. Et ce qu'il y avait en dessous était quelqu'un que je reconnaissais totalement et que je ne connaissais pas du tout. Elle a levé les yeux et m'a vu à travers la vitre. Je n'ai pas les mots justes pour décrire ce qui a traversé son visage à ce moment-là. J'ai passé 12 ans à trouver les mots pour expliquer l'expérience humaine, et je ne les ai toujours pas. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas du soulagement. C'était l'expression de quelqu'un qui dépose une charge extraordinairement lourde après l'avoir portée pendant très, très longtemps.
Beaumont a ouvert la porte. Je suis entré et me suis assis en face d'elle. La porte s'est fermée. Un silence. Puis, Camille a dit « Je suis désolé ». Depuis combien de temps, ai-je demandé. Depuis avant notre rencontre. Est-ce que nous? Je me suis arrêté, puis j'ai repris. Est-ce qu'une partie de ça l'était? Tout l'était, a-t-elle dit immédiatement, fermement, comme si elle s'était entraînée et que ça n'était toujours pas plus facile à dire. Nicolas, tout était réel. Tout ce qui était nous, était réel. J'ai besoin que tu entendes ça avant toute autre chose. Tu m'as menti chaque jour pendant 6 ans à propos de ton travail, pas à propos de nous. J'ai ri. C'est sorti de travers. Trop sec, trop court. C'est une distinction que tu vas devoir m'expliquer très lentement, Camille, parce que de là où je suis assis, ces deux choses ne sont pas aussi séparées que tu sembles le penser. Je sais. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot, et elle a repris le contrôle avec le genre de précision qui m'a indiqué qu'elle avait l'habitude de se ressaisir sous pression depuis longtemps. Je sais ce que je t'ai pris. Je ne vais pas te dire que ce n'est pas grave, parce que ça l'est. Mais j'ai besoin que tu saches que je t'ai choisi. Chaque jour, à travers chaque opération, chaque couverture, chaque porte fermée, je t'ai choisi. Et il y a eu des jours où te choisir m'a coûté plus cher que tu ne le comprendras jamais. Cette dernière phrase, je l'ai classée dans ma tête sans savoir pourquoi. Elle aurait de l'importance plus tard. Une importance énorme. Parle-moi du flacon, ai-je dit. Elle m'a tout expliqué. Le réseau, l'opération des microfilms, le transfert contre lesquels gérais depuis des mois. Le flacon comme conteneur de preuves, tracé, équipé, soigneusement placé. La nuit de l'échange, c'était censé être l'appât unique. Le contact principal du réseau, un fantôme sans nom et sans casier, connu sous le nom de la glu, qui opérait de manière invisible depuis plus d'une décennie, devait faire surface en personne. Un moment, une identification. Toute l'opération reposait là-dessus. Et puis, son mari, prof d'histoire, est arrivé avec un tube de superglue et a transformé tout ça en un artefact figé. La coursière l'a remarqué en quelques minutes. Camille, ai-je dit, Céline Croix, elle est expérimentée. Elle a senti la différence de poids, a vérifié le joint et a disparu. La glu a coupé tout contact dans l'heure. Elle a fait une pause. Roland est furieux. Roland Beaumont vient de me dire que j'ai détruit 2 ans de travail d'état dans ma cuisine un mardi soir, ai-je dit. Furieux me semble être un mot raisonnable. Nicolas. Elle m'a regardé fixement. J'ai besoin que tu saches quelque chose. La raison pour laquelle je ne t'ai jamais rien dit. Ce n'était pas seulement une question de protocole. Je te protégeais. De quoi? Une pause. Cette même porte prudente qui se fermait derrière ses yeux, que j'avais vue une fois au bâtiment de la DGSI quand j'avais posé des questions sur la glu. C'est classifié, a-t-elle dit doucement. 2 fois maintenant. 2 questions sur la même ombre. 2 portes identiques se fermant une fraction de seconde trop doucement. J'étais professeur d'histoire, pas un agent. Mais j'avais passé 12 ans à apprendre aux gens comment lire ce qui n'est pas dit. Et ce qui n'était pas dit remplissait la pièce. Beaumont est revenu 20 minutes plus tard avec l'analyste Leila Amrani, une femme petite et précise d'une trentaine d'années, qui donnait l'impression d'avoir lu chaque dossier du bâtiment et de s'en souvenir parfaitement. Elle a exposé la situation avec l'efficacité d'un chirurgien. Le réseau savait que la couverture de Camille était compromise. Il surveillait ses proches connus. Cela me désignait. Le programme de protection des témoins était sur la table. Disparaître était sur la table. Ou, a dit Beaumont, vous nous aidez à reconstruire. Aidez-vous vous-même. Comment? Vous n'êtes pas fiché. Ils n'ont pas votre visage, votre voix, votre profil. Vous êtes le seul atout vierge qu'il nous reste. Il a laissé ça planer un instant. Un professeur d'histoire de Hauteville, en France, est la dernière personne que quiconque regarderait à 2 fois. C'est très sincèrement le compliment le plus ambigu qu'on m'ait jamais fait. Beaumont n'a pas souri. Je ne pense pas que Beaumont ait souri depuis environ 2009. Ce n'est pas un compliment, c'est une évaluation tactique. J'ai regardé Camille. Elle regardait de nouveau la table. Cette habitude qu'elle avait quand elle gérait quelque chose qu'elle ne voulait pas voir apparaître sur son visage. Camille.
Elle a levé les yeux. Est-ce une bonne idée? Une longue pause, la plus longue depuis que j'étais entré. Et puis, non, c'est une idée terrible. Une autre pause. Mais je pense que tu devrais le faire. Ce qui était, j'y ai réfléchi, la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite en 6 ans. Et d'une certaine manière, venant d'elle, c'était suffisant. Je me suis tourné vers Beaumont. Dites-moi ce que je dois faire. Je ne le savais pas encore, mais quelque part en ville, Leila Amrani était déjà retournée à son bureau et avait extrait un fil de vérification des antécédents secondaires sur moi. Une procédure de routine, avait-elle dit. Ce qu'elle a trouvé sur ce fil n'était pas routinier. Elle ne l'avait pas encore dit à Beaumont. Elle fixait toujours son écran, devenant très immobile, décidant comment l'annoncer. Ils m'ont envoyé à la planque 3 jours plus tard. Une maison sécurisée dans la Creuse qui ressemblait de l'extérieur exactement à ce à quoi elle était censée ressembler. Une ferme oubliable à 40 minutes de nulle part, avec une allée en gravier et une lumière de Porsche qui clignotait. À l'intérieur, c'était nettement moins oubliable. À l'intérieur, ce furent 3 semaines de cours intensifs sur les techniques d'espionnage, dispensés par 2 instructeurs qui communiquaient principalement par des soupirs et l'expression occasionnelle d'une déception professionnelle à peine contenue. J'ai appris à surveiller sans être surveillé. À établir un contact sans laisser de traces. À écouter dans une conversation la chose cachée sous la chose dite, ce qui, au final, ne différait pas tant de l'enseignement à des adolescents qui ne voulaient pas être en classe. On apprenait à lire ce que faisait le corps quand la bouche jouait un rôle. Romain Leroux m'a envoyé 3 SMS pendant ces 3 semaines. Le premier disait « Je te l'avais dit ». Le deuxième disait « Delphine m'a parlé des types de la DGSI. Tu vas bien ?» Le troisième disait « Si tu es dans le programme de protection des témoins, tu aurais pu juste le dire, mec. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. C'était, professionnellement parlant, la procédure correcte. C'était aussi la chose la plus difficile que j'ai faite dans la Creuse. Camille et moi avons parlé 2 fois. Des appels courts et sur écoute. Elle semblait être elle-même. Prudente, chaleureuse et drôle de cette manière dévastatrice. Mais il y avait quelque chose en dessous qui était nouveau. Ou peut-être que ce n'était pas nouveau. Peut-être que j'entendais enfin quelque chose qui avait toujours été là, maintenant que je savais ce que je devais écouter. Lors du 2e appel, juste avant de raccrocher, elle a dit « Nicolas, quand ce sera fini, je te dirai tout. Chaque petite chose, et ensuite tu pourras décider. » Décider quoi? Si tout cela change quoi que ce soit. J'ai réfléchi à cela pendant longtemps dans l'obscurité de la ferme de la Creuse. Si l'amour peut survivre à la découverte que la personne que vous aimez a été une personne différente de ce que vous pensiez. Si le fait que la carte soit fausse signifie que le territoire a changé. Si 6 années de vrais matins, de vrais dîners et de vrais rires peuvent être rétroactivement rendues fausses par l'existence d'une vérité parallèle distincte. Je n'avais pas de réponse, mais j'allais à Lyon pour en trouver une. Antiquité Mercier se trouvait dans une rue calme de Lyon, comme un bâtiment qui avait décidé des décennies plus tôt de survivre tout simplement à tout ce qui l'entourait. 3 étages d'antiquités européennes sélectionnées, des poignées de porte en laiton, l'odeur du vieux bois et de l'argent encore plus vieux. Klaus Meyer le dirigeait depuis 11 ans. Légitime en tout point, méticuleux sur les apparences. Le genre d'homme qui comprenait que la meilleure couverture est celle qui ne ressemble pas du tout à une couverture, parce qu'elle est en grande partie vraie. Je suis entré un jeudi après-midi, portant une veste qui ne m'appartenait pas et une histoire inventée que j'avais mémorisée comme je mémorisais mes plans de cours, minutieusement, cliniquement. Et avec la peur spécifique d'une personne qui sait qu'un trou de mémoire au milieu aura des conséquences. Meyer était derrière le comptoir, examinant une petite figure en bronze avec une loupe. Il était exactement comme on me l'avait décrit, la quarantaine, bien habillé, le genre de beauté qui vient avec l'argent et la patience. Il a levé les yeux quand je suis entré avec l'aisance polie d'un homme qui m'avait évalué et catégorisé avant même que j'aie fait 2 pas par la porte. « Vous cherchez quelque chose de spécifique ?» a-t-il demandé. Un accent germano-sud-africain, juste une trace. Fluide. Un ami vous a recommandé, ai-je dit. Il m'a dit que vous proposiez parfois de la cartographie allemande d'avant-guerre, des documents d'arpentage, ce genre de choses. Une pause si brève que la plupart des gens l'auraient manqué. Je ne l'ai pas manqué. Il nous arrive d'en avoir, a-t-il dit. Quelle période? Début du XXe siècle.
Mon domaine de recherche concerne la documentation des modifications territoriales après 1918. J'ai soutenu son regard, le genre de regard qui se fait reclassifier. Une autre pause. Celle-ci a duré exactement le temps qu'il fallait. Revenez samedi, a-t-il dit. J'aurai peut-être quelque chose pour vous. J'ai hoché la tête, j'ai regardé la figure en bronze, j'ai fait un commentaire élogieux sur sa provenance, et je suis parti. Dehors, dans la rue, j'ai marché 2 pâtés de maison, j'ai tourné à un coin, et je me suis adossé à un mur de briques pendant environ 30 secondes, respirant comme un homme qui venait de désamorcer une bombe. J'avais établi le contact. La chaîne était de nouveau en mouvement. Et quelque part au-dessus de moi, dans une salle des opérations de la DGSI à Lyon, Roland Beaumont regardait un point sur un écran, et pour la première fois en 3 semaines, quelque chose dans sa poitrine s'était légèrement détendu. Ce que personne dans cette salle des opérations ne savait. Ce que Leila Amrani essayait de trouver le bon moment pour dire depuis 2 semaines, c'était ce qu'elle avait trouvé dans ce fil de vérification des antécédents secondaires. Elle l'a dit à Beaumont la nuit où je suis rentré de mon repérage lyonnais. J'avais été débriefé, renvoyé à la planque, et j'étais en train de manger un sandwich quand mon agent de liaison a frappé à la porte et m'a dit que Beaumont avait besoin de moi au bureau de Lyon. Maintenant, Leila Amrani m'attendait dans la salle de réunion. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait porté une information trop lourde pour être portée seule, et qui avait finalement décidé de s'en décharger. « Monsieur Morel, a-t-elle dit, je dois vous poser une question sur votre père. »« Mon père est mort dans un accident de voiture, ai-je dit. Quand j'avais 12 ans. »« Oui, a-t-elle dit prudemment. » C'est ce que dit le dossier. La pièce est devenue très silencieuse. Avant de devenir professeur, a-t-elle poursuivi en posant un dossier sur la table entre nous, vous avez travaillé comme archiviste du gouvernement juste après l'université, pendant 14 mois. C'est exact. Pendant ces 14 mois, vous avez catalogué et manipulé un lot classifié de documents de la défense. Des documents qui ont disparu environ 6 semaines après la fin de votre contrat. Elle a fait une pause. Le réseau de la GLU croit depuis 11 ans que soit vous avez pris ces documents, soit vous savez où ils se trouvent. Cette conviction est la raison d'être de cette opération. Une autre pause. Camille a été initialement assignée pour se rapprocher de vous et découvrir lequel des deux était vrai. Je suis resté sans voix un moment. 6 ans qu'elle avait été assignée à moi. Elle était venue à cette conférence, avait bu ce mauvais café, avait fait cette remarque parfaitement calibrée sur l'orateur principal. Et tout ça n'avait été, au début, qu'une mission. Elle est tombée amoureuse de vous, a dit Leila doucement, comme si elle pouvait lire les calculs en train de se faire sur mon visage. Elle a enterré son rapport initial. Elle n'a jamais transmis ses conclusions. Elle vous protège des 2 côtés, de nous et d'eux, depuis 6 ans. Elle a croisé mon regard. C'est pourquoi elle ne voulait pas vous dire qui était la GLU. Elle savait que si vous saviez qui c'était, cela briserait quelque chose qu'elle ne pourrait pas réparer. Qui est-il, ai-je demandé. Leila a ouvert le dossier et l'a tourné vers moi. J'ai regardé la photographie pendant un long moment. Mon père avait 67 ans. Il avait plus de gris dans les cheveux que dans mes souvenirs, mais je ne me souvenais pas de grand-chose. J'avais 12 ans, et il était, pour autant que je le sache, mort depuis 26 ans. Il avait l'air calme sur la photo, pas pressé. Le genre de calme qui ne vient pas de la paix intérieure, mais de la certitude absolue que vous êtes la personne la plus dangereuse de la pièce où vous entrez. Edgar Fillon, a dit Leila. Connu de son réseau sous le nom de la GLU. Elle a fait une pause. Votre père, monsieur Morel. Je n'ai rien dit pendant un très long moment. Les documents, ai-je fini par dire. Où sont-ils? Nous pensons qu'il les a cachés dans un garde-meuble enregistré sous l'adresse de votre maison d'enfance à Hauteville. Il les a placés là avant de disparaître. Une assurance contre l'État, contre son propre réseau, contre quiconque viendrait le chercher. Elle a fermé le dossier. Il utilise votre nom comme bouclier depuis 26 ans. Le réseau pense que vous êtes complice. La DGSI l'a aussi envisagé. Et la seule personne qui a constamment et inconditionnellement soutenu que vous ne saviez rien, c'est votre femme. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment rien. Et Camille savait que je ne savais pas, et elle avait passé 6 ans à s'interposer entre moi et tous ceux qui doutaient. C'était ça, le poids qu'elle portait. C'était ça que me choisir lui avait coûté. D'accord, ai-je dit. Leila m'a regardé. D'accord.
Dites-moi comment on en finit avec ça. L'opération finale a mis 9 jours à être mise en place et 40 minutes à être exécutée. Meyer avait remonté la chaîne exactement comme prévu, transmettant mon nom et mon profil à quelqu'un qui les a transmis plus haut, et cette personne à quelqu'un d'autre encore. Jusqu'à ce que la demande atterrisse sur le bureau d'un homme qui n'avait pas montré son visage depuis des années et qui avait apparemment décidé, après tout ce temps, qu'il voulait voir son fils. Peut-être que cela vous dit quelque chose sur Edgar Fillon. Peut-être que cela vous dit tout. Le parking souterrain des rives à Villeurbanne était froid, brutaliste, et sentait les gaz d'échappement et la pluie. Je me tenais au niveau 3, à 23h45, avec un micro caché sous ma veste et 2 équipes de la DGSI en position au niveau 2 et 4, et j'attendais. On m'avait dit de m'attendre à un contact. On ne m'avait pas dit que ce serait lui directement. Cette information particulière m'avait été cachée, probablement parce que toutes les personnes impliquées avaient correctement évalué que j'aurais eu des émotions significatives à ce sujet. Il est venu seul, ou semblait l'être. Il était grand. J'avais oublié ça. Ou peut-être que je n'avais jamais eu le contexte pour m'en rendre compte quand j'avais 12 ans. Il marchait avec l'aisance tranquille d'un homme pour qui l'évaluation des menaces était aussi automatique que la respiration. Il s'est arrêté à 2 mètres de moi et m'a regardé avec une expression qui était presque paternelle. Nicolas, a-t-il dit. Tu es censé être mort. J'ai répondu, j'ai été beaucoup de choses. Il a presque souri. Mort était pratique pendant un moment. 26 ans de pratique. Tu as bien tourné, a-t-il dit, comme s'il s'agissait d'une observation banale entre un père et un fils qui se rencontrent pour la première fois en plus de 2 décennies, dans un parking entouré d'agents de l'État. Prof d'histoire. C'est bien. Tu as toujours aimé les histoires. J'enseigne l'histoire, ai-je dit. Pas des histoires. Il y a une différence, vraiment? Il a légèrement penché la tête. J'ai trouvé que c'était en grande partie la même chose. La version qui gagne est celle qui a le narrateur le plus convaincant. Les documents sont dans le garde-meuble de la route de Castler. J'ai dit, la DGSI les a déjà. C'est fini. Quelque chose a changé dans son expression. Pas de la panique, pas même de la surprise, vraiment. Plutôt comme un homme qui jouait une très longue partie et qui venait de voir l'échiquier basculer. Elle te l'a dit, a-t-il dit doucement. Elle m'a protégé, ai-je dit. Pendant 6 ans. De toi, de ton réseau, des gens qui pensaient que je faisais partie de tout ça. Elle s'est dressée entre moi et tout le reste. Et elle ne me l'a jamais dit parce qu'elle savait que ça allait. Je me suis arrêté, me suis stabilisé. Ça n'a pas d'importance. C'est fini. Un long silence, la pluie sur le béton à l'extérieur, le bruit lointain du fleuve. Je me demandais quand tu finirais par venir ici, a-t-il dit finalement. La réplique a été livrée avec l'aisance d'un homme qui la gardait en réserve. J'ai reconnu l'instinct. C'était le mien. La remarque parfaitement chronométrée, la phrase de sortie calibrée. Je l'avais apparemment hérité. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je suis venu. J'ai reculé. 2 agents de la DGSI sont sortis de l'ombre de chaque côté. Edgar Fillon, la glu, l'homme sur qui rien n'avait jamais collé, a levé les mains avec le calme de quelqu'un qui avait toujours su que c'était la seule fin possible et qui l'avait simplement repoussé. De l'ombre à ma gauche, là où elle n'était absolument pas autorisée à se trouver, Camille est apparue. Elle portait une veste que je reconnaissais de notre placard au 11 allée des Cerisiers. Elle a regardé l'homme menotté pendant un long moment, avec une expression pour laquelle je n'avais pas de nom. Il l'a regardé en retour. Vous avez violé le protocole, a-t-il dit. En venant ici. J'ai violé le protocole le jour où j'ai rédigé un faux rapport pour protéger votre fils, a-t-elle répondu. Ceci semble relativement mineur en comparaison. Il a presque ri. Presque. Puis Beaumont est apparu, et le moment était passé. Edgar Fillon a été escorté vers un véhicule qui l'attendait, avec les pas prudents et non pressés d'un homme qui allait quelque part d'où il ne repartirait jamais. Camille s'est tenue à côté de moi, et nous avons regardé jusqu'à ce que le véhicule disparaisse. Céline Croix, ai-je dit. Elle était à lui depuis le début. Depuis le début. Elle n'a jamais vraiment disparu. Elle est retournée directement le voir et lui a dit que l'opération était compromise. Il a passé 2 semaines à décider s'il devait fuir ou faire surface. Une pause.
Il a fait surface à cause de toi. Il voulait te voir. Oui. J'ai réfléchi à cela. À un homme qui avait simulé sa propre mort, bâti un empire criminel et était resté invisible pendant 26 ans, et qui était ensuite entré dans un parking parce qu'il voulait regarder son fils. Si cela voulait dire quelque chose. L'histoire, avais-je dit à mes élèves des milliers de fois, n'est pas un recueil de faits. C'est un recueil de choix. Et chaque choix, aussi enfoui soit-il, laisse une marque sur tout ce qui vient après. J'allais devoir comprendre quoi faire de ça. Edgar Laglueux-Fillon a été arrêté, inculpé et accusé de 11 chefs d'inculpation nationaux, dont espionnage, racket et complot. Rien ne lui avait collé pendant 26 ans. Tout lui collait maintenant. Les documents de la défense ont été récupérés dans le garde-meuble de la route de Castleer, exactement là où Leila Amrani avait dit qu'il serait. Nicolas Morel, moi, a été formellement blanchi de tout soupçon et a reçu ce qui équivalait à des excuses de l'État, livrées sur le ton de quelqu'un qui était très désolé, mais aussi très occupé. Camille a démissionné de la DGSI 2 semaines après l'arrestation. Elle n'en a pas fait toute une histoire. Elle est rentrée à la maison au 11 allée des Cerisiers un mercredi soir, a posé son sac sur le comptoir de la cuisine et a préparé du thé. Nous sommes restés assis à la table de la cuisine pendant un long moment. Deux personnes qui s'étaient menti pour des raisons entièrement différentes, et entièrement dévastatrices. Deux personnes qui s'étaient choisies l'une l'autre à plusieurs reprises, à un coût considérable, même lorsqu'elles ne pouvaient pas le dire à voix haute. Je dois te demander quelque chose, ai-je dit. D'accord. La conférence où on s'est rencontrés, le mauvais café, la remarque sur l'orateur. Je l'ai regardé. Est-ce qu'une partie de ça, au début? Est-ce que c'était ça, la mission? Elle est restée silencieuse un instant. La conférence était la mission, a-t-elle dit. Tout ce qui s'est passé après les 30 premières secondes ne l'était pas. Que s'est-il passé après 30 secondes? Tu as ri, a-t-elle dit. Trop fort, sans aucune retenue, comme si personne ne regardait. Et j'ai pensé. Elle s'est arrêtée, un petit sourire compliqué aux lèvres. J'ai pensé, cet homme n'a aucune idée de comment être quelqu'un d'autre que lui-même. Et je n'avais pas côtoyé quelqu'un comme ça depuis si longtemps, je ne savais pas quoi en faire. La cuisine était très silencieuse. Dehors, Hauteville vaquait à sa soirée. Sur le comptoir, à côté du sac, il y avait un flacon. Un petit flacon noir mat avec une police minimaliste. Je ne savais pas comment il était arrivé là, et je n'ai pas posé la question. Peut-être que Camille l'avait mis là délibérément. Peut-être que c'était un rappel. Peut-être que c'était son sens de l'humour particulier et dévastateur qui refaisait enfin surface après 6 ans de gestion prudente. Aucun de nous ne l'a bougé. Aucun de nous n'a ri. Mais presque. Nous avons presque ri. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de cet espace.